Tu sais quoi en penser, toi, du pétrole? Apparemment, c'est quand même super polluant, mais tout le monde se bat pour en avoir. Je ne sais pas si tu as vu, mais il paraît qu'il devient de plus en plus rare. Bon, de toute façon, si on passe tous aux voitures électriques, on n'aura plus besoin de pétrole, si? Pour ce nouvel épisode, on observe le pétrole de plus près pour tenter de mieux en comprendre les enjeux. Attrape ta loupe, c'est parti! Allez, on commence avec un portrait tout simple de la situation. Les pays achètent du pétrole brut qu'ils bricolent dans des raffineries pour en faire des produits finis. Oui, pour en faire du gasoil quoi, on va pas se mentir. Pas seulement. Les produits finis peuvent être utilisés pour faire plein de choses différentes. Des habits, des carburants, des engrais, des plastiques, des médicaments, des chewing-gums, des shampoings. Pour transformer le pétrole brut en produit fini, on utilise essentiellement la chaleur, la vapeur et quelques produits chimiques. Ça passe par 3 étapes principales. La première étape, c'est de distiller le pétrole brut afin de créer une séparation en une dizaine de sous-produits qu'on appelle des coupes pétrolières. Pour faire simple, tu peux t'imaginer que les machines utilisées sont des sortes d'alambics géants. On y chauffe le pétrole brut à environ 400 degrés et hop, on l'envoie dans une grande colonne qu'on dit atmosphérique. Dans cette colonne, le pétrole va se séparer grâce à la chaleur et à la gravité. Se séparer? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh oui, se séparer. Comme je le disais tout à l'heure, le pétrole peut servir à faire plein de choses différentes. Et pour faire ça, on en extrait différentes substances. Dans cette grande colonne atmosphérique, les parties les plus denses vont rester en bas de la colonne. Cette partie n'est pas distillable à proprement parler. On pourrait considérer qu'il s'agit d'un dépôt visqueux au fond de la cuve. Ensuite, on retrouve les produits intermédiaires qui vont se positionner au milieu de la colonne. Et puis enfin, les parties les plus légères, les gaz, vont remonter tout en haut. Tiens, tu vois, c'est un peu comme pour de la vinaigrette. Si tu la laisses reposer dans un verre, la moutarde, qui est le composant le plus lourd, va se retrouver au fond. Au milieu, tu auras le vinaigre, qui est un peu moins dense. Et l'huile, qui est encore plus légère, va remonter tout en haut. C'est exactement pareil dans cette colonne atmosphérique, sauf que le produit qui est dedans est du pétrole brut en décantation et non pas de la vinaigrette. Il serait pas en train de nous raconter des salades là? Mais non, c'est véridique. À chaque étage de décantation de la colonne, il y a même une sorte de robinet qui permet de récupérer la coupe pétrolière correspondante. Chaque coupe a son utilité et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans l'épisode. En gros, on trouve au plus bas les résidus les plus lourds et tout en haut, ce sont les gaz comme le butane, le propane et le GPL. Je croyais que c'était un épisode sur le pétrole. Pourquoi il nous parle de gaz là? Bon, c'est vrai que ça mérite une petite précision. Le butane et le propane sont des gaz issus du pétrole. On les appelle les gaz de pétrole. Tu ne dois pas les confondre avec les gaz dits naturels, comme le méthane par exemple. Sans pétrole, le butane et le propane n'existent pas. S'il n'y avait qu'une seule étape, ce serait un peu facile. On vient de présenter dans le détail la distillation, mais elle est insuffisante pour produire un carburant directement commercialisable. La plupart de ces coupes nécessitent donc un raffinage supplémentaire avant d'être mises sur le marché. Tu vois, les machines ont besoin de produits très standardisés pour fonctionner. Il y a des exigences anti-pollution par exemple, et le gazole doit être encore travaillé pour devenir un gasoil qui lui pourra être mis dans le réservoir d'une voiture diesel. Allez, l'étape numéro 2, c'est la conversion ou le craquage. Ici, on transforme les coupes pétrolières en base. Bon, il y a plusieurs types de craquage, mais je vais t'épargner les détails pour aujourd'hui. Oui, merci, parce que là, je crois que j'aurais fini par craquer. Alors, passons tout de suite à la dernière étape. Une fois les bases créées, on les mélange dans des proportions très précises et ça donne des produits finis qu'on utilise tous les jours. En fait, c'est un peu comme pour obtenir une peinture d'une couleur souhaitée. On mélange plusieurs peintures de couleurs différentes avec des dosages très précis et on obtient la couleur désirée. Avec le pétrole, on finit par obtenir des bitumes, du fioul lourd, du fioul domestique, des huiles, des carburants, des gaz, etc. Alors, on distille, on craque et on mélange. Et c'est tout. Ça a l'air un peu trop simple. Je l'avoue, on va voir que c'est pas si simple. Quand on extrait du pétrole brut du sous-sol, il y a au moins 2 contraintes. Alors déjà, des pétroles bruts, il y en a de plusieurs types. En fonction d'où ils viennent, Moyen-Orient, Afrique de l'Ouest, Venezuela,
Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc forcément, si les propriétés ne sont pas les mêmes, le raffinage doit être adapté et les résultats de la distillation varient. Je te donne un exemple. En Afrique de l'Ouest, le pétrole brut produit assez peu de résidus et d'impuretés, 15% seulement. Ça, c'est super pour créer des butanes, des propanes ou des carburants pour automobiles. Mais par contre, tu as beaucoup plus de mal à faire du bitume avec. Donc si tu es dans un pays qui a besoin de construire beaucoup de routes, tu importeras plutôt du pétrole brut vénézuélien dont les résidus représentent 60 à 70% du volume. Tu t'en doutes, il faudra aussi bâtir des raffineries adaptées au pétrole exploité. Les raffineries sont de plus en plus polyvalentes, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Allez, on observe ensemble le schéma qui apparaît. Il indique les produits finis que l'on obtient à partir du raffinage du pétrole brut. Tout en bas, au plus dense, on retrouve les bitumes. Leur principale utilité, c'est d'enrober les routes. Viennent ensuite les fuels lourds, qui peuvent servir à faire fonctionner des centrales électriques, et aussi à faire avancer des cargos. Leur bilan carbone est bien lourd lui aussi. Ils sont fortement émetteurs de CO2. On remonte encore d'un cran et on trouve les huiles et lubrifiants qu'on peut utiliser de plein de manières différentes pour vidanger ton moteur ou pour huiler ta serrure. Un peu plus fluide, c'est le gaz oil qui apparaît. Il peut être décliné en fuel domestique pour le chauffage et en gazole pour les véhicules diesel. Après ça, c'est le kérosène. Regarde, c'est intéressant de voir qu'il est plus volatile que le diesel. On pense souvent que, puisque l'avion est une grosse machine, on y injecte du pétrole lourd. Mais c'est faux, le kérosène est relativement léger. Remarque, il vaut mieux que ce soit léger pour que l'avion puisse décoller. Passons. Si on remonte encore d'un cran, on trouve les naphtas. Ce nom ne te dit peut-être rien, mais il s'agit pourtant de la base des plastiques, des fibres synthétiques, des produits solvantés. Bref, ils sont partout, dans la doublure de ton manteau en polyester ou dans certains produits cosmétiques. Juste après, on a les essences automobiles. Mais ça, tu connais bien. Et pour finir, on arrive à ce qu'il y a de plus léger, les gaz de pétrole comme le butane, le propane et le GPL. Allez, il est temps de conclure et je te propose qu'on prenne un peu de hauteur sur ce sujet. On l'a vu, les proportions de chaque produit sont plus ou moins fixes. Elles sont difficiles à faire varier. Alors à ton avis, que se passe-t-il si un État décide par exemple d'interdire les voitures diesel ? On achètera une voiture à essence. Oui, une essence ou une hybride, qui sont d'ailleurs aujourd'hui les deux principales alternatives au diesel. Mais ça pose un problème, parce que si on fait ça, on se retrouve confronté à un surplus de gazole et à une pénurie d'essence automobile. Et si les pays voisins font la même chose, on ne pourra même pas vendre notre surplus de gazole. On ne le dit pas toujours, mais l'économie actuelle tout entière est basée sur les étapes de raffinage que nous venons de voir et sur le manque de polyvalence des produits finis que l'on peut obtenir à partir d'un pétrole brut. Alors c'est sûr que passer toutes les voitures et les camions à l'essence est une mesure politique forte, mais c'est aussi un sacré défi de gestion des produits pétroliers finis. Et pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment le résoudre. Je crois bien que j'arrive à court de carburant. Il est temps que je te laisse. Merci de ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.